Comment vous appelez-vous? Holmes. Sherlock Holmes. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Vous savez qui on est? Je crois que nous avons un ami en commun, Marcellus Wallace. Mais qui est Kaiser Soze? Mais qui est Kaiser Soze? Mais qui est Kaiser Soze? Je crois qu'il vaudrait mieux venir avec moi. Depuis plusieurs années, de nombreux articles ou émissions consacrées aux littératures policières débutent par cette étude réalisée en 2004 par les universitaires Anne Collovald et Éric Neveu, révélant que 4 livres vendus sur 5 en France sont des polars. Et depuis, force est de constater que les ventes ne faiblissent pas et que chaque mois, des polars, des thrillers, font partie des meilleures ventes et sont des best-sellers. Les salons et les festivals dédiés aux polars fleurissent un peu partout en France et rencontrent un énorme succès. Je pense par exemple au Festival des littératures noires et policières sans d'encre à Vienne, fondé en 1995 et qui en fait l'un des plus anciens festivals nationaux. Et puis bien sûr l'incontournable Quai du Polar à Lyon, avec plus d'une centaine d'auteurs chaque année qui viennent du monde entier et qui en fait le festival polar le plus important d'Europe. Alors on peut se poser la question finalement, qu'est-ce que le polar? Alors le polar, c'est du polar si on peut dire, mais c'est aussi du roman policier, du roman noir, du roman à énigme, du roman historique, du thriller, du roman d'espionnage, du roman judiciaire, c'est du roman à suspense aussi. Voilà, donc il existe sous ce bandeau polar toutes ces catégories et toutes ces frontières ont évolué aussi au fil du temps, des frontières qui sont bien sûr pas toujours très nettes et qui ont tendance à s'effacer entre littérature de genre et littérature générale. Car oui, le polar, le roman policier n'a plus forcément mauvais genre aujourd'hui. Il est sorti des librairies pour se développer au cinéma, mais aussi sous forme de bande dessinée, sous forme de série. Et aujourd'hui, le polar fait partie intégrante de la culture populaire, avec des figures comme Sherlock Holmes plus ancienne, James Bond, puis aujourd'hui des figures comme Lisbeth Salander par exemple. Et voilà, durant les 150-200 ans de son histoire, c'est un genre qui est relativement récent finalement, eh bien le polar a beaucoup évolué, s'est beaucoup transformé. Et je vous propose de partir sur les traces du polar, de mener l'enquête et de découvrir son histoire, comment le polar a vu le jour et puis surtout comment le polar a évolué au fil des années jusqu'à aujourd'hui. Alors on peut s'amuser à remonter le fil du temps et à réfléchir à la préhistoire du roman policier, c'est-à-dire à tout un ensemble de textes qui ne sont pas du roman policier, bien sûr, ça n'aurait pas de sens de parler de roman policier, mais dans lesquels le roman policier se dessine à l'état embryonnaire, si on peut dire. Et on peut remonter comme ça jusqu'à l'Antiquité. Je pense par exemple à Ésope, les fameuses fables d'Ésope. Ésope qui est considéré comme le père fondateur, du moins la figure emblématique de la fable, qui a inspiré bien sûr Jean de La Fontaine. Et il y a cette fable qui s'intitule Le vieux lion et le renard, dans laquelle le renard refuse de pénétrer dans l'antre du lion, car il a remarqué en fait que de nombreuses traces d'animaux se dirigeaient vers l'entrée, arrivaient bien dans l'entrée de cette caverne, mais qu'il n'y avait aucune trace qui n'en ressortait. Et le renard a la vie sauve, finalement, grâce à l'observation de traces et à la déduction. Et effectivement, il a bien fait, puisque le vieux lion, trop vieux pour chasser, convoquait les différents animaux pour les dévorer à l'intérieur de la caverne. Il faut évoquer bien sûr Oedipe roi de Sophocle, l'une des plus fameuses tragédies de Sophocle, qui était représentée entre 430 et 420 avant notre ère,
Et cette tragédie met en scène Oedipe qui va découvrir son terrible destin. Oedipe triomphe de la célèbre énigme du Sphinx, il libère la ville et il accède ainsi au trône de Thèbes, mais Apollon envoie la peste sur la ville et Oedipe mène l'enquête, pour le coup il mène une véritable enquête policière pour découvrir la cause de cette épidémie de peste. Et tout au long de cette enquête, eh bien, Oedipe découvre que le responsable de cette épidémie n'est autre que lui-même, puisqu'il est à la fois coupable de parricide, il a tué sans le savoir Laios, son père, mais il est coupable aussi d'inceste en épousant sa mère Jocastre. Et cette tragédie raconte bien, et puis elle est construite effectivement comme une enquête, comme un roman policier, puisque c'est Oedipe qui mène l'enquête pour trouver le meurtrier, et on peut d'ailleurs lire Oedipe roi de Sophocle en folio policier. Il existe une version en folio policier, donc la collection de poches polar de Gallimard. Difficile de ne pas évoquer aussi la Bible, bien sûr, la Bible, Abel et Caïn, enfin voilà, il est beaucoup question dans le livre des livres de crimes horribles et de trahison. Alors dans l'Ancien Testament, plus précisément dans le livre du prophète Daniel, l'un des épisodes de la vie de Daniel raconte comment il prouve que l'idole Bel, qui est le dieu protecteur de Babylone, n'a en vérité aucune valeur, aucun pouvoir. Alors comment fait-il ? En fait, Daniel va révéler que la nourriture qui est déposée sur l'autel du dieu par les prêtres de Bel chaque soir n'est pas mangée par le dieu durant la nuit. Alors comment Daniel fait-il pour confondre les prêtres de Bel ? Eh bien tout simplement en répandant sur le sol des cendres, une pellicule de cendres qui va conserver les empreintes. Et ainsi, il va révéler l'existence d'une porte secrète cachée à proximité de l'autel, et il va pouvoir prouver que ce sont les prêtres eux-mêmes qui, par ce passage secret, reviennent la nuit et récupèrent la nourriture pour faire croire que c'est le dieu qui l'a mangé pendant la nuit. Une étape intéressante est franchie avec l'adaptation en français par Louis de Mailly, le chevalier de Mailly, en 1719, du conte persan intitulé « Voyages et aventures des trois princes de Sérendipe ». Alors il s'agit d'un conte, un conte oriental qui raconte les pérégrinations de trois princes, les trois fils du souverain de Sérendipe, qui est l'actuel Sri Lanka, et qui, pour parfaire leur éducation, s'en vont découvrir le monde. Et sur le chemin, les trois princes rencontrent un chamelier qui vient de perdre une bête. Les trois princes lui décrivent si bien la bête, alors qu'ils ne l'ont jamais vue, ils n'ont croisé que ses traces, mais ils n'ont jamais vu ce chameau. Et les trois princes décrivent si bien ce chameau que le chamelier est convaincu que les trois frères sont les voleurs. Les trois frères sont alors conduits devant le roi de Béram, qui découvre alors les remarquables facultés d'observation et de déduction des trois frères. Le roi est complètement conquis par ces trois frères, et si bien qu'il finit par leur confier toutes sortes de missions, alors des missions plus ou moins galantes, mais des missions toujours délicates. Un jour, ils passèrent sur les traces d'un chameau. L'aîné observa que l'herbe à gauche de la trace était broutée, mais que l'herbe de l'autre côté ne l'était pas. Il en conclut que le chameau ne voyait pas de l'œil droit. Le cadet remarqua sur le bord gauche du chemin des morceaux d'herbe mâchée de la taille d'une dent de chameau. Il reconnut alors que le chameau aurait perdu une dent. Du fait que les traces d'un pied de chameau étaient moins marquées dans le sol, le benjamin inféra que le chameau boitait. Tout en marchant, un des frères observa des colonnes de fourmis ramassant de la nourriture. De l'autre côté, un essaim d'abeilles, de mouches et de guêpes s'activait autour d'une substance transparente et collante.
Il en déduisit que le chameau était chargé d'un côté de beurre et de l'autre côté de miel. Le deuxième frère découvrit des signes de quelqu'un qui s'était accroupi. Il trouva aussi l'empreinte d'un petit pied humain auprès d'une flaque humide. Il toucha cet endroit mouillé et il fut aussitôt envahi par un certain désir. Il en conclut qu'il y avait une femme sur le chameau. Le troisième frère remarqua les empreintes des mains là où elle avait uriné. Il supposa que la femme était enceinte car elle avait utilisé ses mains pour se relever. Les trois frères rencontrèrent ensuite un conducteur de chameau qui avait perdu son animal. Comme ils avaient déjà relevé beaucoup d'indices, ils lancèrent comme boutade au chamelier qu'ils avaient vu son chameau et, pour crédibiliser leur blague, ils énumérèrent les 7 signes qui caractérisaient le chameau. Les caractéristiques s'avérèrent toutes justes. Accusés de vol, les trois frères furent jetés en prison. Ce ne fut qu'après que le chameau fut retrouvé sain et sauf par un villageois qu'ils furent libérés. Cet épisode du chameau, dont je viens de vous lire un extrait, est le plus connu de ces voyages et aventures des trois princes de Serendip. Et cet épisode va donner naissance au terme sérendipité, que l'on peut définir ou expliquer comme étant la capacité, la faculté de trouver, alors de manière tout à fait chanceuse, ou de découvrir, mais à la suite d'un incident éventuellement malheureux, ce que l'on ne cherchait pas. Voilà, c'est une sorte d'état d'esprit qui permet de faire des découvertes sans le vouloir. Alors il existe un autre exemple très connu de cette démarche, mais qui apparaît de manière un peu plus rationnelle et qui conduit de l'examen d'indices à une description appuyée sur un ensemble de déductions habiles. Cet exemple, c'est le Zadig de Voltaire, puisque Zadig va un peu plus loin que les trois frères de Serendip, dans ce sens où il utilise la science de son temps. Il n'y a pas de hasard, il y a plutôt un raisonnement que l'on pourrait rapprocher de la méthode scientifique. Zadig est en effet capable de décrire parfaitement la chienne et le cheval de la reine, qu'il n'a pourtant pas vu. On l'accuse alors du vol des animaux, et Zadig va expliquer qu'il a deviné leur apparence uniquement en observant les traces laissées dans la forêt. Voilà, vous l'avez deviné, c'est exactement le procédé d'observation et de déduction que va utiliser notamment Conan Doyle pour son fameux Sherlock Holmes. Voilà, repenser aux scènes inaugurales des nouvelles de Sherlock Holmes, où Sherlock reçoit chez lui, au 21 Baker Street, ses visiteurs et tire de la simple observation de leur apparence de précieuses informations. Alors, si la sérendipité annonce cette démarche intellectuelle des futurs détectives, elle ne fonde pas à elle toute seule, bien sûr, le roman policier. Il faut y ajouter d'autres éléments.